et les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici le sommaire de ce journal. Le Premier ministre s'informe sur l'avancement du vaste projet de train urbain d'Abidjan. Ahmed Bakayoko recevait à la primature dans ce cadre ce jeudi le ministre des Transports Amadou Koné ainsi que le responsable du projet. Des précisions dès l'entame de cette édition. La Côte d'Ivoire classée pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest, c'est le récent classement de la Banque mondiale qui le révèle. Ce positionnement est la résultante de la forte croissance du PIB par habitant qui est de 2286 milliards de dollars. Une performance expliquée par le rédacteur en chef de la rédaction, Adama Koné. Et en Côte d'Ivoire, le royaume du Djouablin reçoit demain le chef de l'État, Alassane Ouattara, prendra part aux cérémonies funéraires du défunt roi Nanan Anibi Bilé II. Bienvenue dans ce 23h. Audience à la primature ce jeudi. Le Premier ministre recevait le ministre des Transports Amadou Koné. Il participait également à cette rencontre, le responsable de la réalisation du projet train urbain d'Abidjan. L'état d'avancement du projet était au centre des échanges que nous rapporte Abou Sanogo. Une audience qui a porté sur le projet du métro d'Abidjan. Un projet structurant qui va permettre de desservir l'agglomération du district d'Abidjan. Le ministre des Transports Amadou Koné et le directeur de la société en charge de la construction du projet ont été reçus par le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. Il s'est agi de rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Donc nous avons fait le point avec M. le Premier ministre à l'effet donc de tenir à tout le moins le calendrier qui a été fixé de livraison du métro d'Abidjan. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que cette rencontre a pu se faire et le Premier ministre nous a donné les avis et les éléments nécessaires dont nous avions besoin pour que nous puissions avancer sereinement dans le cadre de ce projet. Nous sommes extrêmement satisfaits et reconnaissants au gouvernement de la Côte d'Ivoire du soutien qu'il nous apporte au quotidien pour faire avancer ce projet. Ce projet va permettre de doter le district d'Abidjan d'un système de transport au niveau des plus grandes capitales mondiales. Il va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan. Et une bonne nouvelle, la Côte d'Ivoire se hisse au sommet de la pyramide des pays les plus riches d'Afrique de l'Ouest. C'est l'une des conclusions des récentes statistiques de la Banque mondiale. Un exploit que le pays doit à une croissance record du produit intérieur brut par habitant qui est estimé à 2286 $, soit un peu plus d'1 million de francs CFA. Ce que signifient ces indices et comment comprendre ce positionnement. Des réponses dans cet élément d'Adama Koné. La Côte d'Ivoire au sommet de la région ouest-africaine. Le pays vient d'être classé par la Banque mondiale premier pays riche de l'Afrique de l'Ouest. Avec un produit intérieur brut par habitant de 2286 $, soit 1 257 300 francs CFA, la Côte d'Ivoire surclasse le Nigeria 2230 $ par habitant et le Ghana 2202 $ par habitant. La Côte d'Ivoire double ainsi son produit intérieur brut par habitant qui n'était que de 1 000 $ en 2012. Dans les couloirs de la Banque mondiale, les experts estiment que l'exploit du pays en 8 années, de 2012 à 2019, est lié à une économie qui se modernise avec des réformes profondes comparativement aux autres économies basées sur l'exploitation de leur sous-sol. L'on peut noter entre autres l'attrait du climat des affaires avec l'adoption d'un nouveau code des investissements en 2012, l'instauration d'un guichet unique de création d'entreprises ainsi que la mise en place d'une plateforme qui favorise la centralisation des appuis des partenaires au développement. Le résultat ne se fait pas attendre. De la 167e place en 2012, la Côte d'Ivoire gravit les échelons pour se situer à la 110e position du classement Doing Business de la Banque mondiale pour l'année 2020, faisant mieux que le Nigeria à la 131e position. Des performances qui séduisent les bailleurs de fonds, occasionnant l'ouverture de nombreux chantiers. Routes, ponts, centrales électriques, hôpitaux, adduction en eau potable. Résultat, le taux de couverture en électricité de 33%
en 2012 passe à 73% en mai 2020, alors que le taux d'accès à l'électricité se lève à 90% de la population. Une population qui d'ailleurs enregistre une classe moyenne robuste tirant la consommation. Surtout que la Banque mondiale note une maîtrise des prix à travers un taux d'inflation moyen annuel de 0,8% contre 11,9% au Ghana et 11,6% au Nigeria. Les économistes n'oublient pas les efforts réalisés dans le capital humain. En témoignent les investissements importants dans l'éducation et la formation, dont les dépenses atteignent en 2017 27% du budget national. Aujourd'hui, avec une croissance moyenne de 8,2% sur 8 ans, les prévisionnistes avancent que le pays devrait avoir une croissance robuste après la crise sanitaire mondiale pour dépasser la Tunisie et devenir le premier pays d'Afrique subsaharienne à se hisser dans l'histoire au-dessus d'un pays d'Afrique du Nord. Voilà une performance réalisée grâce au PIB par habitant qui est de 2286 $, soit un peu plus d'1 265 000 francs CFA. À présent, l'activité parlementaire, les travaux parlementaires de la session ordinaire de l'année 2020 se sont ouverts ce jeudi 17 septembre et ils se tiendront jusqu'au 19 novembre prochain. Le calendrier de ces travaux a été adopté ce jour en plénière. Durant cette période, les députés auront à examiner 15 projets de loi, à savoir 7 projets de loi ordinaires, 4 projets de loi de ratification d'ordonnances, 3 projets de loi organiques et un projet de loi de ratification de traités. Au nombre des textes à examiner, il y a des projets de loi portant attribution et fonctionnement de la Cour de cassation, du Conseil d'État et du Tribunal des conflits. Le royaume du Djouablin fera ses adieux demain à Sa Majesté le roi Nanan Agnini Bilé II. Il sera inhumé demain vendredi 18 septembre 2020. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, participera à la cérémonie funéraire. Un jour avant, les fils et filles de la région se mobilisent. Mamadou Kouassi. Le royaume du Djouablin en deuil. Le mal des dents qui rongeait depuis quelques mois, Sa Majesté Nanan Agnini Bilé II, a eu finalement raison de lui. Une situation matérialisée par les couleurs rouges et noires, comme recommande la tradition Akan. Et les obsèques ont démarré depuis le mercredi 16 septembre dernier. Un programme qui verra la participation du président de la République, Alassane Ouattara. Avant sa venue dans le royaume Djouablin, le ministre Pascal Kwaku Abina, accompagné de plusieurs cadres du département d'Agnini-Bilé-Kro, échange avec les chefs traditionnels et les chefs de cour. En plus du maintien du climat social apaisé dans tous les villages et hameaux du département d'Agnini-Bilé-Kro, il est également question de la mobilisation pour accueillir le chef de l'État. Parce que n'oublions pas qu'il est de la famille royale d'Agnini-Bilé-Kro. À son premier voyage ici, du vivant du roi Agnini-Bilé, on lui a donné un nom royal. Donc il est de la famille, il faut l'accueillir, il faut l'entourer pour lui remonter le moral. On demande aux populations de venir pour qu'on accueille le président de la République, pour que, en partant d'ici, il sache qu'il est de la famille et qu'il reste toujours un enfant de la cour royale. Mais avant, tous les fils et filles du royaume s'emploient à faire de cette visite familiale une réussite, un véritable moment inoubliable. C'est le 8 janvier dernier que Sa Majesté Nanan Agnini Bilé II a tiré sa révérence à l'âge de 86 ans, dont 36 ans passés à la tête du royaume du Djouablin. Il sera porté en terre selon la tradition Akan, dans la nuit de ce vendredi 18 septembre 2020. Passons à présent à ce grand moment d'échange sur la situation socio-politique. C'est au cours d'une rencontre entre la société civile et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zibeyou, suivant ce récit de notre reporter Éric Goré. Un cadre d'échange direct et franc, aucun sujet n'est tabou pendant cette rencontre qui a duré plusieurs heures. D'un côté, Aimé Zibeyou et quelques collaborateurs, et de l'autre, des représentants des organisations de la société civile. D'un coup magistral, la responsable des droits de l'homme en Côte d'Ivoire explique. Aimé Zibeyou revient point par point sur les préoccupations des uns et des autres. D'abord, le cas Pulchéri Gbali, membre de la société civile,
mis aux arrêts. Elle a été interpellée plusieurs fois sur plusieurs faits. Voilà, elle voulait faire gilet orange. Il y a eu plusieurs faits. Moi, je pense qu'ici, nous sommes là, c'est de dire que dans notre rôle de défenseur, nous devons beaucoup faire attention. Surtout l'utilisation des réseaux sociaux. Ce n'est pas le lieu vraiment qui nous arrange beaucoup. Il y a les gens qui sont là pour faire la politique et il y a des gens qui sont là. Nous, société civile, notre rôle, c'est d'être des arbitres. Tenant son auditoire en haleine, Aimé Zebeyou s'est prononcé sur les manifestations violentes de ces derniers jours dans d'autres pays, liées à la situation sociopolitique. Lorsque des gens descendent dans la rue, qui font des obstructions, qui brûlent des pneus, en ce moment-là, c'est un appel à l'insurrection. Ce n'est pas une manifestation pacifique. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme a aussi réagi face aux polémiques qui entourent la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est la souveraineté de l'État qui doit primer. Vous ne pouvez pas rendre des décisions qui vont venir mettre du désordre dans un État. Ce n'est pas possible. Ou c'est mixé dans les juridictions internes, de sorte que les juridictions internes, c'est comme si elles sont vidées de leur substance. Elles n'ont plus de raison d'être. Au terme de cette rencontre de vérité, les membres de la société civile disent leur satisfaction. Je repars vraiment satisfait parce que je pense que c'est ce cadre d'échange dont on a besoin ici, non seulement pour nous-mêmes nous informer, mais aussi pour pouvoir aller informer d'autres personnes. Nous allons dans un esprit de plaidoyer pour que nous arrivions à un processus vraiment apaisé. En outre, Aimé Zebeyou invite l'ensemble de la société civile à jouer son rôle dans la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Et parce qu'ils veulent bien croire en la paix en Côte d'Ivoire, 61 Ivoiriens mettent fin à leur exil en Guinée. C'est le premier groupe provenant de ce pays, la Guinée. Et rassurez-vous, dans ce contexte pandémique, les mesures sanitaires ont été intégrées au dispositif d'accueil installé à Danané. Le compte-rendu sur place de notre correspondante Eve Boué. 61 Ivoiriens sont de retour en Côte d'Ivoire après plusieurs années d'exil en Guinée. Ils sont accueillis à Gbapleu, à la frontière ivoiro-guinéenne, dans le département de Danandé. C'est le premier rapatriement volontaire en provenance de la Guinée depuis le déclenchement de la pandémie à coronavirus. Étant entendu que les frontières terrestres de la Côte d'Ivoire demeurent toujours fermées, ce rapatriement a été possible grâce à un couloir humanitaire établi entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Bravo à ces deux pays, la Guinée, qui aussi a ouvert ce corridor humanitaire, et d'ailleurs la Côte d'Ivoire, pays d'origine, pour rendre possible ce convoi. Pour que tous nos compatriotes qui expriment de plein gré leur choix de revenir dans leur pays, pour qu'ils puissent venir, que rien n'entrave ce retour. Donc pour nous, c'est une grande joie. Après les contrôles d'usage au poste de police, dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19, direction le centre de transit du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR de Danané. Sur place, des briefings et mots de bienvenue des autorités. Les désormais ex-réfugiés, heureux de retrouver la mère patrie, espèrent en des lendemains meilleurs. J'ai fait 9 ans en Guinée. Ils sont très bien maintenant parce que je suis rentrée chez moi. Je salue le gouvernement de Guinée, je salue le gouvernement de Côte d'Ivoire. La paix et puis la paix. Je suis très content d'être de retour dans mon pays. Je vais reprendre mon activité. Bon, j'étais dans le domaine du transport. Je suis commerçant. Je vends, je répare les pièces mécaniques. Donc, avec un aide là, je sais que grâce à Dieu, ça ira. Les autorités rassurent que toutes les dispositions sont prises pour leur réinsertion et invitent les Ivoiriens qui sont encore en exil à rentrer. Nous allons continuer notre mandat de protection, d'assistance et de solution à ces quelques réfugiés qui sont rentrés en appuyant le gouvernement et les partenaires, mais surtout les partenaires au développement. Ceux qui hésitent encore à venir n'ont aucune crainte qu'ils puissent rentrer dans leur pays pour prendre part au développement, s'insérer dans le tissu social et économique de leur pays. Pour l'heure, ces 61 Ivoiriens seront en quarantaine dans ce centre de transit durant 14 jours avant de regagner leur destination finale. Les Ivoiriens de retour d'exil retrouvent la chaleur de leur pays. Et pour renforcer ce bien-être, l'association Lune d'Afrique lance la caravane du mieux vivre. Les objectifs de cette tournée ont été présentés par la présidente de l'association, Victorine Yaoyobwe, le témoignage de Astou Touré.
Elles sont venues de différentes communes d'Abidjan et des pays voisins pour participer au lancement de la caravane de paix et de mieux vivre pour un climat sociopolitique apaisé en Côte d'Ivoire. Elles, ce sont les femmes de l'association Lune d'Afrique Côte d'Ivoire, soutenues par la coordination du Libéria et d'autres associations de femmes. Objectif, maintenir la paix avant, pendant et après les élections présidentielles. L'Une d'Afrique Côte d'Ivoire veut prôner la paix. Dit à tous les Ivoiriens, à nos frères de la diaspora, à toute la communauté africaine, la paix est un préalable. Nous voulons que tous les Ivoiriens prospèrent, que toute l'Afrique prospère. Cela ne peut se faire que dans la paix. Quels que soient les enjeux, que nous n'oublions pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir vivre ensemble. Cette caravane de sensibilisation et de cohésion sociale va débuter le 22 septembre prochain et 10 communes du district d'Abidjan sont concernées. Je suis vraiment contente d'être avec mes sœurs de Lune d'Afrique Côte d'Ivoire. Je suis venue les accompagner pour le lancement de leur caravane, pour m'enquérir de leur expérience, pour apporter le même message dans mon pays. Cette conférence de presse a également été l'occasion pour les femmes de Lune d'Afrique Côte d'Ivoire de présenter un pagne pour matérialiser leur engagement pour la paix et la cohésion sociale. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'un seul continent, la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Et pour porter ce message-là, nous avons fait ce pagne. Ce pagne-là, nous voulons le donner aux femmes. Les premières femmes de ce pays, ce sont nos anciennes premières dames, c'est notre première dame, Madame Dominique Ouattara. Ce sont elles qui donnent l'exemple. Nous devrons les encourager à porter toujours ce message de paix, ce message de cohésion sociale. Créée en février 2020, Lune d'Afrique Côte d'Ivoire entend mener plusieurs actions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. La paix et la cohésion sont donc les grands défis de notre nation, bien qu'elle soit en pleine lutte contre le nouveau coronavirus Covid-19. Ce jeudi, 26 nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés sur 1253 échantillons prélevés. 41 nouvelles guérisons sont annoncées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. À cette date du 17 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 19 158 cas confirmés et encore 708 cas actifs. Il faut veiller à respecter les mesures barrières. À présent, ce communiqué de la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante, CEI, informe l'ensemble de la population ivoirienne et les candidats à l'élection présidentielle de la République du 31 octobre 2020 que conformément aux dispositions légales en vigueur de la campagne électorale et strictement encadrées par les articles 28, 29, 30, 31 et 32 du Code électoral et par décret numéro 2020-639 du 19 août 2020 fixant la durée de la campagne électorale. Cette campagne court du jeudi 15 octobre 2020 à 0h au jeudi 29 octobre 2020 à minuit. Dans l'attente de la date d'ouverture de la dite campagne, il est formellement interdit à tout individu d'apposer des affiches, de signer, d'envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat en dehors de la période réglementaire de campagne. En outre, il est fait interdiction de toute propagande électorale par quelque mode que ce soit en dehors de la durée réglementaire de la campagne électorale. La Commission électorale indépendante CEI compte sur le civisme et la responsabilité de tous pour le respect des dispositions légales. Un communiqué signé à Abidjan ce 17 septembre du président de la CEI, Koulibaly Kouibière Ibrahim. Sur la scène politique ivoirienne, les rangs du RHDP s'élargissent. Le parti accueille de nouveaux adhérents. Il s'agit de jeunes du mouvement Génération Consciente du Léboutou. Sidonie Davila nous en dit davantage. La Génération Consciente du Léboutou debout pour le RHDP. Ce mouvement de la jeunesse, à l'origine issu du Front populaire ivoirien, fait corps désormais avec le Parti des oufouettistes pour la démocratie et la paix.
Les actions de développement, l'embellie du pays et la transformation dans tous les secteurs d'activité sous l'ère Ouattara, selon eux, sont de bonnes raisons pour l'accompagner. La génération consciente du Leboutou exhorte tous les jeunes Ivoiriens à sauvegarder les nombreux acquis de développement en épargnant notre pays de troupes inutiles et de se mobiliser en faveur du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est pour le RHDP une initiative encourageante de la part de cette jeunesse de Dabou. Le représentant du parrain Robert Begré-Mambé ainsi que du coordonnateur du parti, Essi Sesmel, rassure du soutien du parti à la jeunesse du Leboutou. Les autorités de ce pays sont prêtes à vous aider, à vous prendre en charge, à vous aider à garantir votre autonomie et votre indépendance financière. Les perspectives sont heureuses pour vous, jeunes du Leboutou. L'élection présidentielle pointe du nez. Les membres du mouvement Génération Consciente du Leboutou se mobilisent pour que leur choix fasse le meilleur score. Le RHDP souhaite donc remporter ces élections. Pour atteindre cet objectif, les militants sont formés avant la période des campagnes. L'exemple de la Suisse dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Les délégués et des militants RHDP de la Suisse en formation dans la ville de Lausanne. Une formation axée sur la stratégie de campagne pour assurer la victoire du candidat du RHDP dès le premier tour, la prochaine présidentielle. Cette formation initiée par la direction exécutive adjointe chargée des militants de l'extérieur arrive après les différents meetings de mobilisation tenus dans les différentes capitales européennes. Occasion pour les délégués d'établir une ligne directrice. Les résolutions adoptées seront bien sûr notre leitmotiv pour une campagne qui s'annonce d'ores et déjà victorieuse par le 1 coup KO dès le premier tour. Lansine Diaby, directeur exécutif adjoint chargé des militants de l'extérieur, se dit heureux de la mobilisation et surtout de l'engagement des militants du RHDP de la Suisse a fait gagner le président de la République, Alassane Ouattara, candidat du RHDP dès le premier tour de la présidentielle d'octobre prochain. Il invite par ailleurs les militants à resserrer les rangs et à maintenir la flamme militante. De faire confiance à Alassane Ouattara, de faire confiance au RHDP. Nous nous sommes donné les moyens d'atteindre nos objectifs. Ces objectifs étant déclinés dans chaque direction, il vous revient de vous mettre au travail. Sur la base des stratégies que nous avons adoptées ensemble, les choses sont claires pour vous. Il ne vous reste qu'à passer à l'action. Et la haute direction du parti me charge de vous le demander. Ce séminaire de formation a vu la participation de nouvelles recrues, issues d'autres formations politiques, des militants qui se disent déterminés à contribuer à la réélection du président Alassane Ouattara. Des diplômes ont été remis à chacun des participants de ce séminaire de formation. Une rencontre qui marque le début d'une série de formations de la diaspora. À présent, cet autre communiqué vient cette fois de la ACA. Il est lu par Abou Sanogo. On regarde. Le collège des membres de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA s'est réuni en session extraordinaire le mardi 15 septembre 2020 à l'effet d'adopter le cadre réglementaire devant régir la couverture médiatique de l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Il a été décidé de ce qui suit. En ce qui concerne les médias audiovisuels des services publics, à compter de la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, les médias audiovisuels doivent veiller à un accès équitable à leurs antennes des candidats, des partis, groupements politiques et organisations qui les soutiennent, ainsi qu'au respect des principes du pluralisme, des courants d'opinion et de l'équilibre de l'information. À compter de l'ouverture officielle de la campagne électorale fixée au 15 octobre 2020 à 0h, les médias audiovisuels doivent veiller dans la programmation des journaux, reportages, débats et émissions spéciales dédiées à la campagne au strict respect du principe de l'égalité d'accès et de traitement à leurs antennes. En ce qui concerne les radios et télévisions privées commerciales, dans la période de la campagne électorale, les radios et télévisions privées commerciales, désireuses de couvrir la dite campagne, doivent veiller à l'égalité d'accès et de traitement à leurs antennes des candidats, des partis, groupements politiques et organisations qui les soutiennent, ainsi qu'au pluralisme et à l'équilibre de l'information. En ce qui concerne les radiodiffusions sonores privées, non commerciales dites radios de proximité,
Dans le cadre de la campagne électorale, la ACA autorise les radiodiffusions sonores privées non commerciales, dites radios de proximité, à diffuser des messages relatifs à la citoyenneté, à la cohésion sociale, à la sensibilisation sur le scrutin et à relayer, y compris en synchrone, les émissions spéciales ou d'informations diffusées sur les médias de service public. Ces radios demeurent cependant interdites de produire, de programmer et de diffuser des émissions à caractère politique. Elles ne peuvent donc couvrir ni rendre compte des activités relatives à la campagne électorale. En ce qui concerne les services de médias audiovisuels en ligne, durant la période de campagne électorale, les services de médias audiovisuels en ligne doivent veiller au pluralisme, à l'honnêteté et à l'équilibre de l'information. Ils ne peuvent publier que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Les services de médias audiovisuels en ligne doivent s'abstenir de diffuser des messages incitant notamment à la haine, à la discrimination ethnique, sociale et religieuse, à la xénophobie et à la violence. En ce qui concerne la proclamation des résultats, la ACA tient à préciser que les médias audiovisuels dans leur ensemble ne peuvent diffuser que les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel. La ACA, pour une couverture médiatique réussie de l'élection du président de la République, tient au respect scrupuleux de cette décision. Voilà le communiqué de la ACA présentant des recommandations sur le traitement de l'information tout le long que durera la période électorale. Les relations entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire se renforcent. L'ambassadeur d'Allemagne annonce un appui financier de 33 milliards de francs CFA. Ce sont des fonds qui devront être injectés dans le développement de plusieurs secteurs de l'économie ivoirienne. Contribuer à l'instauration de la paix, c'est une mission que se donnent des pasteurs évangéliques. Et pour cela, ils ont prié. Le point avec Patricia Omouitia. Alléluia. Au milieu des prophéties pour la paix et des messages de joie, les évêques et pasteurs des différentes églises évangéliques ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Ensemble, ils ont revêtu aux représentants du Premier ministre Ahmed Bakayoko le drapeau ivoirien, symbole ici d'une Côte d'Ivoire debout et réconciliée. Pour ces évêques et pasteurs évangéliques, c'est le signe d'un engagement ferme de prôner et d'exhorter à la paix. Nous voulons dire merci au président de la République, merci au Premier ministre, merci à l'émissaire du Premier ministre qui nous a donné, j'allais dire, notre autorisation d'émettre officiellement la fréquence 89.1, la radio de la gloire, la radio Gloire FM. C'est un honneur pour nous, c'est une grande joie. Vous voyez ce peuple de Dieu qui est venu nombreux, des milliers de personnes qui sont venues prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour la nation et prier pour que les ménages soient en paix. C'est vraiment une grande joie pour nous. Réunis ici en prière, la communauté évangélique a adressé des louanges à Dieu ainsi que des prières pour la Côte d'Ivoire et ses dirigeants. Pour le représentant du Premier ministre, il s'agit d'impliquer toutes les couches sociales dans les actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale par l'entremise des évêques et pasteurs des communautés évangéliques. Très heureux que l'évêque général m'ait associé à ce programme de ce matin, prier pour la Côte d'Ivoire, faire en sorte que le sang ne coule plus innocemment et inutilement en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle le président de la République, Alassane Ouattara, a demandé au Premier ministre de m'instruire à l'effet d'être présent à ce programme-là. Ils ont tous compris maintenant que l'État et l'Église ne sont pas deux entités différentes. C'est vrai que nous sommes dans une république laïque, mais c'est ensemble et c'est avec l'appui de l'Église que nous pouvons bâtir les choses. Et nous sommes très heureux que l'Église puisse prier pour l'apaisement des cœurs. Adoration et louange ont continué de meubler cette cérémonie pour promouvoir et renforcer davantage les vertus et la culture de paix afin de créer un environnement social apaisé. Information sur la crise au Mali. À présent, 3 jours après le sommet de la CEDEAO, la junte militaire anime une conférence de presse. Elle se prononce sur les exigences de la conférence des chefs d'État ouest-africains. La junte malienne a affirmé officiellement qu'elle était pour une transition dirigée par un militaire, une décision contraire à la volonté de la CEDEAO qui exige que la transition soit confiée aux civils, seule condition pour la levée de l'embargo. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.